Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là et de nous suivre sur la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui des muscles de l'avant-bras et plus précisément de la loge antérieure, plan superficiel. En effet, donc la loge antérieure est constituée de 3 plans, superficiel, moyen et profond, et on a décidé de faire une vidéo pour chacun d'eux pour les décrire les uns après les autres. Donc on va parler du plan superficiel qui contient 4 muscles. Le rond pronateur le plus latéral, le fléchisseur radial du carpe en dedans de lui, le long palmaire en dedans du fléchisseur radial du carpe, et enfin le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui va former le relief médial de l'avant-bras. Globalement, ils partent du tendon commun des épicondyliens médiaux, qu'on appelle aussi épitrochléens, en raison de la proximité avec la trochlée humérale. Et ensuite, ils vont avoir un trajet donc superficiel à l'avant-bras, et terminé, hormis le rond pronateur qui reste au niveau du coude, au niveau de la main, au niveau du carpe. Si on fait une petite coupe transversale, on va pouvoir les localiser par rapport aux autres structures anatomiques qui composent l'avant-bras. Donc ici, je fais la diaphyse radiale qui est coupée, qui est reliée à la diaphyse ulnaire via la membrane interosseuse, que je dessine en vert. Eh bien, les muscles dont on va parler aujourd'hui sont organisés de la manière suivante. Le rond pronateur, donc ça va être le plus latéral. Ensuite, en dedans de lui, vous aurez le muscle fléchisseur radial du carpe. Encore en dedans, vous aurez le muscle long palmaire. Et enfin, vous aurez le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui présente une insertion sur l'épicondyle médial, mais aussi sur la diaphyse ulnaire, qui va former le relief médial de l'avant-bras. En profondeur, vous allez avoir le muscle fléchisseur superficiel des doigts, et encore en profondeur, vous aurez le plan profond qui est formé notamment par le long fléchisseur du pouce en latéral et le fléchisseur profond des doigts en médial. Au niveau de leur rapport nerveux important, en regard du rond pronateur, donc ça ne se verra pas sur cette coupe, mais vous aurez le nerf médian qui va passer. Lorsqu'on décrira le rond pronateur, on s'y attardera. Sur cette coupe, le nerf médian est entre le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur profond des doigts. Il est accompagné notamment par l'artère ulnaire. Ensuite, en dehors du rond pronateur, donc vous aurez le nerf médian qui va passer entre les deux chefs pour ensuite gagner donc la localisation qui est la sienne sur cette coupe entre le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur profond des doigts. En dehors du rond pronateur, vous aurez le nerf radial, notamment sa branche superficielle, accompagnée de l'artère radiale. Alors, on peut également faire apparaître les veines. En dehors du paquet vasculo-nerveux radial superficiel, vous aurez le brachioradial qui va protéger cette structure. En arrière du brachioradial, vous allez avoir le long extenseur radial du carpe et encore en arrière, le court extenseur radial du carpe. Donc là, on a coupé au niveau de la partie inférieure de la diaphyse radiale. Le muscle supinateur n'est donc pas visible. La branche profonde du nerf radial sera présente ici, avec le paquet vasculo-nerveux interosseux postérieur. Et on aura notamment à proximité
la loge postérieure profonde. Donc ici, le long abducteur du pouce. Le court extenseur du pouce. En médial. En arrière du court extenseur du pouce, le long extenseur du pouce. Et la branche profonde du nerf radial chemine entre cette loge postérieure profonde qu'elle va d'ailleurs innerver et la loge postérieure superficielle avec l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur du 5 en dehors de ce dernier et enfin l'extenseur des doigts. Et il ne nous reste plus qu'à fermer la coupe. Donc ces muscles-là vont vraiment former le relief antérieur superficiel de l'avant-bras et médial pour le fléchisseur ulnaire du carpe. Ils vont être globalement fléchisseurs de par leur situation antérieure au cartilage articulaire. Et on va détailler leur anatomie les uns après les autres maintenant. La première chose à évoquer lorsqu'on parle des épicondyliens médiaux ou des épitrochléens, c'est bel et bien de leur insertion commune proximale. On va faire une vue antérieure de l'épiphyse distale de l'humérus dans un premier temps. Pour montrer un peu la configuration tendineuse de ces muscles. Donc ici on a l'épicondyle latéral, les fosses olecrâniennes et radiales, l'épicondyle médial du coup, le point d'ancrage, le point d'insertion des muscles que l'on va décrire tout de suite. Je termine simplement le schéma avec la trochlée et le capitulum. Donc leur insertion commune se trouve donc sur l'épicondyle médial. L'insertion commune est ici. Elle est proche du cartilage articulaire et vous avez notamment le ligament collatéral ulnaire, faisceau moyen, qui va s'attacher entre la trochlée et l'insertion commune des épicondyliens. Chez le singe, vous avez la ligne biépicondylienne. On va la faire un petit peu mieux, voilà. La ligne biépicondylienne, elle ne coupe pas les articulations. Les épicondyles sont situés beaucoup plus haut. Ce qui confère aux muscles chez le singe un bras de levier plus puissant. Donc les muscles chez le singe sont plus puissants, les épicondyliens en tout cas sont plus puissants chez le singe que chez l'homme. Chez l'homme, ces muscles-là sont plus des muscles pour faire des mouvements de finesse, pour réaliser des mouvements de finesse. Ils sont au service de la main, hormis le rond pronateur. C'est lorsqu'on leur demande de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire, à savoir de la force, qu'ils vont se mettre à s'inflammer. On appelle ça une épitrochléite. On appelle ça également un golf elbow, c'est-à-dire que les tendons là sont tous fléchisseurs. Ils sont situés antérieurement par rapport au coude et par rapport au poignet. Ils vont être moteurs de la flexion du poignet. Ça rappelle le mouvement que l'on fait au golf, notamment. D'où le terme golf elbow. À l'inverse des épicondyliens latéraux qui vont être extenseurs, leur inflammation sera appelée tennis elbow. Retournons à l'insertion commune. Vous allez avoir le rond pronateur qui va s'attacher sur la partie toute supérieure. C'est l'insertion la plus haute. En dessous de lui, vous allez avoir le muscle fléchisseur radial du carpe. En dedans du fléchisseur radial du carpe, en dedans et en bas,
vous allez avoir le muscle long palmaire. L'insertion toute médiale correspond à celle du fléchisseur ulnaire du carpe et l'insertion inférolatérale correspond à celle du fléchisseur superficiel des doigts. On va déjà donc donner une couleur. Ici rond pronateur, ici fléchisseur radial du carpe, ici long palmaire, ici fléchisseur ulnaire du carpe, et on va laisser la case blanche pour le fléchisseur superficiel des doigts que l'on a déjà, décrit dans une vidéo précédente. On va maintenant rapetisser notre épiphyse distale de l'humérus. Je vais réécrire l'orientation. Et on va maintenant pouvoir visualiser leur trajet dans l'avant-bras. Donc c'est toujours une vue antérieure, évidemment. Et maintenant, pour terminer le dessin, je vais dessiner un carpe. Et on va le dessiner entier pour cette fois. Ici, le capitatum l'os en forme de bouchon de champagne pourvu d'un tubercule. Ici, le scaphoïde. En médial, par rapport au scaphoïde, le lunatum. Et le trichétrum. Avec le pisiforme qui le surplombe. L'amatum avec son crochet. Le trapézoïde et enfin le trapèze. Les métacarpiens. Et ça suffira pour la description anatomique. On fait apparaître à présent le rétinaculum des fléchisseurs. Et on a toutes les structures pour décrire les muscles. On va commencer par le rond pronateur. Le rond pronateur, donc il a l'insertion la plus supérieure sur l'épicondyle médial de l'humérus. Il a également une insertion sur le processus coronoïde entre le brachial et le fléchisseur superficiel des doigts. Si je devais les localiser, le brachial il est sur le tubercule du brachial. Et le fléchisseur superficiel des doigts voilà, il serait situé plutôt ici. Revenons au rond pronateur. Donc le rond pronateur, épicondyle médial, processus coronoïde face antérieure, et sa terminaison se fait sur la face latérale du radius, au niveau de sa diaphyse, sa partie moyenne. Voilà, donc il sera assez proche, d'une part, du fléchisseur superficiel des doigts qui sera ici. Donc il va former son arcade comme ceci. Voilà. Il sera également proche du long fléchisseur du pouce, dont l'insertion sera ici. Il sera également proche du faisceau superficiel du muscle supinateur qui sera ici. Il aura également le faisceau profond qui ne sera pas loin. Il va d'ailleurs faire suite au faisceau profond du muscle supinateur. On va pouvoir dessiner
le trajet musculaire. Vous allez avoir deux plans qui composent le rond pronateur, le plan superficiel qui part de l'épicondyle médial et qui va jusqu'à la diaphyse radiale, et un faisceau plus profond qui partira du processus coronoïde et qui va rejoindre la diaphyse radiale. On va bien redéfinir les limites musculaires. Entre les deux chefs, vous allez avoir un espace qui va se créer, qu'on va appeler boutonnière du rond pronateur. Cet espace donnera notamment passage au nerf médian. Le nerf médian qui va cheminer dans le canal brachial avec l'artère brachiale superficielle. Puis il va passer justement entre les deux chefs du rond pronateur, avant de cheminer en profondeur entre le fléchisseur des doigts et le fléchisseur superficiel des doigts. Mais avant, le rond pronateur et le nerf médian vont notamment croiser une autre structure anatomique très importante qui est le biceps brachial, dont la terminaison se fait sur la tubérosité radiale. Terminaison osseuse, il a également une terminaison faciale sur le fascia antébrachial. On n'abordera pas cette zone aujourd'hui. Faisons apparaître le biceps brachial. Eh bien, vous allez avoir en fait l'espace entre le bord latéral du tendon bicipital et le rond pronateur est appelé gouttière bicipitale médiale. Et c'est le rond pronateur qui va la limiter. Et vous allez avoir le nerf médian qui va passer dans cet espace. Je dois donc corriger mon schéma. Voilà. Canal brachial, gouttière bicipitale médiale. Il passe entre les deux chefs du rond pronateur dans la boutonnière. Et ensuite va cheminer en profondeur. Donc le rond pronateur, comme son nom l'indique, il est moteur de la pronation. Sa contraction va ramener le radius vers l'avant, qui va pivoter autour de l'ulna. Il sera également fléchisseur d'avant-bras. Si on devait mimer parfaitement son action, ce serait de mettre la main à la poche pour aller chercher son portefeuille. Flexion, pronation. Et là, vous avez la contraction maximale du rond pronateur, qui est également moteur de mouvements plutôt de finesse. Donc lorsque vous sursollicitez, par exemple ce muscle, lorsque vous faites beaucoup de bricolage, par exemple lorsque vous vissez, vous pouvez avoir une inflammation de ce tendon en regard de l'épicondyle médial. Au niveau de sa vascularisation, il va avoir plusieurs artères qui vont le perfuser. L'artère brachiale, l'artère brachiale superficielle notamment, qui va ensuite se diviser en artère radiale et ulnaire, en arrière du rond pronateur. L'artère radiale est ici. Elle va donc lui donner des rameaux au niveau de sa terminaison. L'artère ulnaire va passer en arrière et va donner notamment une artère récurrente ulnaire pour les tissus du coude, une artère interosseuse commune qui va se diviser en artère interosseuse antérieure et postérieure, et l'artère interosseuse antérieure va perfuser également le rond pronateur, donc très vascularisé,
On a d'une part l'artère radiale, l'artère brachiale, l'artère interosseuse commune, l'artère interosseuse antérieure. Et vous avez également l'artère récurrente ulnaire qui perfuse ce muscle, donc très vascularisé. Si on doit mettre en évidence le drainage veineux, il suffit de le calquer sur celui des artères. Avec ici donc les veines récurrentes ulnaires, veine interosseuse commune, veine interosseuse antérieure, ensuite veine radiale, et vous avez donc toute la vascularisation et l'innervation qui apparaît pour le rond pronateur. L'innervation du rond pronateur sera issue donc du nerf médian racine C6, C7. Plus on descendra dans le membre supérieur, plus on est distal, plus ce sera des racines inférieures qui innerveront les tissus, bien qu'elles soient issues du même nerf. On va passer maintenant au muscle fléchisseur radial du carpe, dont l'insertion débute en bas du muscle rond pronateur. Il va se diriger vers le bas et le dehors, donc il va vraiment suivre d'abord le corps musculaire du rond pronateur, délimiter médialement la gouttière du pouls que je vais faire apparaître après. Il va pénétrer dans le canal carpien, dans une arcade propre au muscle. Et il va terminer en deux tendons sur les bases de M2 et M3 face antérieure. On peut faire le parallèle entre les muscles longs extenseurs et courts extenseurs radiaux du carpe qui terminent également sur les bases de M2 et M3 mais sur la partie postérieure. Donc j'avais parlé de la gouttière du pouls. Si on refait apparaître l'artère radiale, donc elle va être présente à ce niveau-là. Elle chemine en profondeur du muscle brachioradial et elle va devenir sous-cutanée après la terminaison. Donc lorsque le brachioradial se termine, elle va cheminer entre le brachioradial et le fléchisseur radial du carpe avant d'emprunter la tabatière anatomique notamment. Le fléchisseur radial du carpe, comme son nom l'indique, est fléchisseur et il fait également de l'inclinaison radiale, ou de l'abduction de poignet. Donc pour repérer son tendon au niveau de la gouttière du pouls, on fait une flexion, une inclinaison radiale et vous allez avoir le tendon qui va saillir sous vos doigts. Si vous vous mettez en dehors du tendon, vous allez sentir les pulsations de l'artère radiale. Et c'est comme ça qu'on repère le pouls, notamment. Concernant le fléchisseur radial du carpe, donc il est innervé par le nerf médian, qui peut lui donner donc, des rameaux en proximal et en distal. Toujours issu des racines C6, C7. On va enlever cette flèche. Lui sera en revanche vascularisé par l'artère récurrente radiale, donc qui remonte supérieurement pour aller perfuser les tissus du coude, et donc l'artère radiale. Pour le drainage veineux, c'est exactement la même chose. Et pour le fléchisseur radial du carpe, on est bon. On va maintenant passer au muscle long palmaire. Le long palmaire va avoir une terminaison assez proche du muscle fléchisseur radial du carpe. Une fois qu'on aura détaillé son anatomie, on va faire un petit schéma au niveau du canal carpien pour bien montrer où il se termine. Donc le long palmaire, il reste en dedans du fléchisseur radial du carpe.
Il est très superficiel et il va terminer sur le rétinaculum des fléchisseurs. Et il va terminer par le fascia palmaire moyen. Donc sa mise en tension, sa contraction va mettre en tension le rétinaculum des fléchisseurs et les fascias antérieurs de la main. Pour le faire se contracter, il suffit de rapprocher, de faire un mouvement d'opposition entre le pouce et l'auriculaire et de faire une flexion. Vous avez le tendon qui apparaît. S'il n'apparaît pas, il est possible qu'il n'existe pas. Ce tendon est inconstant. Pas rare, mais inconstant. Ça signifie surtout qu'on n'a plus trop besoin de ce muscle. Contrairement au singe, par exemple, qui en a sûrement besoin pour mettre en tension ses fascias pour assurer des prises beaucoup plus solides. Donc le long palmaire innervé par le nerf médian, on va le faire apparaître tout de suite. Il sera issu, lui, son innervation sera issue des racines C6, C7 et C8. L'innervation est de plus en plus inférieure, donc les racines qui composent les nerfs sont également de plus en plus inférieures. De par sa situation médiale, il est plutôt vascularisé par l'artère récurrente ulnaire. L'artère récurrente ulnaire, donc on avait fait l'artère ulnaire ici, qui passe vraiment en arrière du rond pronateur et ensuite qui donne une artère qui remonte, qui est récurrente et qui va donc perfuser les tissus du coude notamment. Alors, si on fait la veine, elle accompagne l'artère. Il nous manque à décrire le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Avant, je montre juste avec une petite coupe les rapports des fléchisseurs radial du carpe et long palmaire par rapport au canal carpien. Ici, le rétinaculum des fléchisseurs qui va fermer le canal carpien. Et le fléchisseur radial du carpe, il sera contenu dans cette arcade, ici. Avec également une bourse synoviale qui lui sera propre. Le long palmaire, lui, il va terminer sur le rétinaculum des fléchisseurs. Et donc forcément, en dessous, vous aurez les tendons des fléchisseurs. Alors ici, fléchisseur superficiel des doigts. En profondeur, fléchisseur profond des doigts. Et le long fléchisseur du pouce qui correspond à la loge antérieure, plan profond de la région que l'on est en train de décrire. Voilà pour les rapports au canal carpien. On va passer maintenant au muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Donc je l'avais fait, semble-t-il, en rose. Donc pour le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, c'est très simple. Il forme le relief médial. Et il va terminer au niveau du pisiforme. Et va notamment donner des expansions et renforcer les ligaments ulnaires, les ligaments médiaux du carpe. Les ligaments Pisi M4 et Pisi M5. Si je voulais les mettre en évidence, ils seraient là. On les voit pas. Voilà, donc le tendon en fait du fléchisseur ulnaire du carpe, il renforce ces ligaments et il peut donner également une petite expansion pour M5. On avait dit que c'était le tendon le plus médial de l'épicondyle médial. Donc il va former le relief médial de l'avant-bras.
Il s'appelle fléchisseur ulnaire du carpe, sa contraction est donc assurée en flexion et en inclinaison ulnaire, donc en adduction ici. Au niveau de ces rapports importants, on va avoir notamment le paquet vasculo-nerveux ulnaire. Vous allez avoir l'artère ulnaire et le nerf ulnaire qui vont cheminer en profondeur de lui. Avant que l'artère ulnaire devienne sous-cutanée, et on peut également palper le pouls ulnaire en regard du poignet. On repère le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe, flexion, inclinaison ulnaire. On se met en dehors de ce dernier et on va sentir l'artère ulnaire pulser sous nos doigts. Qui dit artère dit veine. Et vous allez également avoir le nerf ulnaire qui va cheminer en profondeur. Le nerf ulnaire, donc, qui va passer dans son sillon ici, et ensuite aller en profondeur du muscle, avant de gagner donc le canal ulnaire dans le rétinaculum des fléchisseurs. Pour mieux détailler ce muscle, on va faire une vue médiale. D'une part, pour bien comprendre ses insertions, parce que là, on a vu seulement son insertion la plus proximale. Il a également une insertion sur la face postérieure de l'ulna. Et on va montrer notamment son rapport avec le nerf ulnaire. Ici l'épiphyse distale de l'humérus avec l'épicondyle médial. L'ulna en épiphyse proximale, donc qui embrasse la trochlée, qui l'épouse. Ici, on va pouvoir voir déborder le radius avec la styloïde radiale. Ici, trichétrum avec le pisiforme, l'amatome avec l'amulus. Et enfin, on va simplement faire la base de M5. Eh bien, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, d'une part, épicondyle médial, partie médiale, et d'autre part, donc, il va y avoir la crête ulnaire en arrière, et il va s'attacher donc sur la face postérieure du versant médial de la crête ulnaire. Alors, elle descend un petit peu moins bas. Voilà. Et en fait, il va former, donc ces deux insertions vont former une arcade qui vont permettre le passage du nerf ulnaire et qui vont fermer le sillon du nerf ulnaire. Donc il va se diriger vers le pisiforme, pôle supérieur, et donner des expansions à l'amulus de l'amatome et à M5, à la base de M5. Et donc le nerf ulnaire, il va cheminer comme ceci. Il a son sillon face postérieure de l'humérus et il va passer dans l'arcade formée par les insertions et cheminer en profondeur du fléchisseur ulnaire du carpe. Son innervation sera le nerf ulnaire avec les issus des racines C7, C8 et T1. Et il sera vascularisé par l'artère ulnaire qui passera à son contact. L'artère brachiale superficielle qui se divise en artère radiale et en artère ulnaire, qui va donc perfuser ce tissu lors de son passage. Pour la veine, c'est exactement pareil.
Donc tendons sensibles à l'inflammation si on les sursollicite. Ce sont des extrinsèques de la main, sauf le rond pronateur. Tous innervés par le nerf médian, sauf le fléchisseur ulnaire du carpe, qui lui est innervé par le nerf ulnaire. Nous avons fini de décrire le plan superficiel. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis au plaisir.